Bravo au Maroc de Walid Regragui qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, devenant ainsi la première nation africaine à réaliser cette performance. Retour sur une épopée qui fera date. L'aventure n'est pas encore terminée pour les Lions de l'Atlas qui joueront un dernier match demain face à la Croatie pour monter sur le podium, histoire d'entrer un peu plus dans la légende. La France de Kylian Mbappé face à l'Argentine de Lionel Messi, qui remportera la finale de cette 22e édition, qui accrochera sur son maillot une 3e étoile de champion du monde. Bienvenue dans l'Hebdo du Mondial, épisode 5. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo du Mondial largement consacré à la performance du Maroc. Un exploit majuscule, le Maroc, premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. On va largement en parler évidemment avec Mathieu Nicolas. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Cet exploit du Maroc, forcément retentissant pour le continent. Et voilà, on a vécu une folle semaine avec cette équipe. Dima Maghreb, franchement, cette équipe, on a tous été très contents de la voir jusqu'à ce niveau, cette demi-finale contre l'équipe de France. Alors, triste élimination, mais quand même un parcours exceptionnel. Et on retiendra cette performance, cette marque d'atteindre la demi-finale. On va y revenir longuement au cours de cette émission, mais d'abord, on va prendre la direction de Doha avec notre envoyé spécial, Lassana Camara. Il était au stade, le chanceux, direction Qatar. C'est fini pour la fabuleuse aventure des Lions de l'Atlas ici au stade El Bayet. La France s'impose 2-0. Les hommes de Walid Regragui ont tenté de revenir dans le match, mais ils n'ont pas pu face à la forteresse française. L'aventure marocaine dans cette compétition s'est révélée extraordinaire, magnifique, impériale. Le Maroc était la première équipe africaine à jouer une demi-finale de la Coupe du Monde. Ils n'avaient pas encaissé jusque-là un but dans le jeu. Le seul but qu'ils avaient encaissé, c'était le but de Gerd contre son camp. Aujourd'hui, la France met 2-0 contre cette équipe marocaine. Une équipe marocaine entreprenante, une équipe marocaine qui a eu des occasions, qui a failli même avoir un penalty qui n'avait pas été sifflé pour Sofiane Boufal. L'aventure se termine là. Le Maroc a tout simplement été magnifique dans ce tournoi. Le Maroc a tout simplement honoré le continent africain. Le Maroc peut avoir des regrets vu la physionomie du match, mais le Maroc retourne à Casablanca ou à Rabat la tête haute. Et oui, quoi qu'il arrive demain dans le match pour la 3e place, les Marocains peuvent être fiers de leur épopée qu'on va retracer, Mathieu. C'est vrai que dès le premier tour, ils ont fait sensation. Oui, ça a débuté avec un match nul contre la Croatie qui était quand même vice-championne du monde. Ensuite, la révélation, c'est cette victoire contre la Belgique, 2-0. On a vraiment vu une Belgique méconnaissable. Et puis la qualification, le ticket contre le Canada. Voilà, ils nous ont impressionnés dès les phases de groupe et c'était impressionnant. Et c'est vrai qu'on ne les attendait pas là. Vous découvrez le classement de ce groupe F et il faut le souligner, le Maroc qui a terminé premier de son groupe avec 7 points, c'est pas mal. Qualifié pour les 8e, donc comme leurs aînés en 1986. Les Lions affrontent ensuite l'Espagne et l'emportent au tir au but lors d'une séance extraordinaire avec un Bounou exceptionnel. Ouais, soirée exceptionnelle, Bounou incroyable qui sort deux ou 3 arrêts sur le penalty. 3 arrêts consécutifs. Ils ont vraiment pris le dessus au moment des tirs au but. On a senti que l'Espagne, ils avaient perdu quelque chose et tout le long du match, parce qu'ils ont quand même joué presque 1h30 voire 2 heures. Tout le long du match, les Marocains, ils ont redoublé d'efforts. Et puis cette séance de tirs au but, c'était irrespirable, mais au final. Bounou a fait le travail, c'était incroyable. Et c'est à ce moment-là que la fièvre commence à monter au Maroc et sur le continent parce que les Lions de l'Atlas sont à ce moment-là les seuls rescapés africains dans la compétition. Ils sont en quart de finale. Et oui, les gens commencent à y croire. Quand l'étau se resserre, on commence à se dire, pourquoi pas, l'équipe joue bien, ça élimine une grande nation, l'Espagne, qui fait quand même un très bon Euro l'année dernière, on le disait la semaine dernière. Et puis, ça tombe contre le Portugal. Alors, puis, le Portugal qui a fait une grosse perf en battant la Suisse 6-1. Effectivement, mais rebelote, le Maroc refait un peu le même match que contre l'Espagne, subit beaucoup, mais reste solide, défensif, et au final...
le but de En-Nesyri avait fait énormément de bien dès le début. Et voilà, ciao Portugal, c'était comme ça. Et les Marocains qui ont su garder cet avantage, c'est une première qualification historique pour les demi-finales. Un exploit retentissant qui fait rêver au-delà du royaume chérifien. Une équipe africaine dans le dernier carré d'une Coupe du Monde, c'est du jamais vu. Il faut le souligner, on ne va pas arrêter de le répéter, c'est du jamais vu. Et oui, parce qu'il y a sûrement une nouvelle génération de Marocains qui n'avaient pas connu vraiment de grosses percées, de victoires en Coupe du Monde. Il faut rappeler quand même qu'ils avaient rejoint la Coupe du Monde en 2018, 20 ans après la dernière qualification, ouais. Donc il y avait du travail. Et donc voilà, c'est une nouvelle génération qui brille et qui doit sûrement faire beaucoup plaisir à l'ancienne génération qui avait vu ce Maroc en 86. Et oui, et même pour l'Afrique globalement, c'est une énorme fierté. Les demi-finales, c'est incroyable. Avec des joueurs qui sortent du lot, hein, Amrabat, Hakimi, En-Nesyri qui a marqué ce but, Aguerd, Saïs et le gardien Bounou notamment. Oui, et puis Ounahi, j'ai l'impression que tout le monde veut se l'acheter. Je vous rappelle qu'il joue à Angers. Angers, 18e de Ligue 1. Il y a un an et demi, il joue en national. C'est fantastique. Et c'est ça la beauté de la Coupe du Monde, c'est les joueurs qui se révèlent au grand public. Et j'espère qu'on verra des Marocains dans d'autres championnats, plus en Angleterre, on en a un peu en Espagne, et ça serait bien aussi d'en voir. Ounahi pourrait rester en Ligue 1, mais aller dans un plus gros club qu'Angers, par exemple. Et le rêve donc, qui s'est arrêté mercredi soir pour les Lions de l'Atlas face à l'équipe de France championne du monde en titre. Les Marocains ont fait un super match, même s'ils ont encaissé 2 buts pour la première fois dans cette compétition. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la marche était trop haute. Oui, je pense qu'on a vu que ça a été l'expérience qui a joué la France. Alors, la France a tout de suite laissé le Maroc jouer. Didier Deschamps, je pense qu'il avait bien analysé les matchs du Maroc. Il s'est dit, on va les laisser avec le ballon. On va essayer de jouer les contres, de maximiser les efforts. Et au final, dès la 5e minute, en fait, la France marque. Petit coup de massue pour le Maroc, qui a eu ensuite des occasions, qui aurait pu revenir. On se rappelle de la frappe d'Ounahi qui est arrêtée par Lloris, ou alors le retourné d'Eliami, qu'on a tous cru que c'était ça aurait été le plus beau but de la Coupe du Monde. Ah, clairement. Franchement, ça aurait été incroyable. Surtout en plus pour un défenseur central marquer ce genre de but, qui, de base, n'était pas titulaire. Ça devait être Aguerd ou Saïs au début de la compétition. Alors justement, Aguerd, Saïs, la charnière centrale qui avait fait merveille pendant toute la compétition, elle a été défaillante. Aguerd était sur la feuille, mais n'a pas joué parce qu'il était blessé, un petit peu malade. Et Saïs a démarré, mais très vite, il est sorti. Ça aussi, ça a forcément déstabilisé l'équilibre des Lions. Et oui, et en plus, Saïs est capitaine. Donc forcément, on le dit depuis le début de ces émissions, quand on perd son capitaine, forcément on perd un pilier. Et du coup, on a moins de repères. Mais ils ont quand même super bien défendu les Marocains contre la France. Ouais, ils ont fait une très très belle performance, mais on va conclure en disant que la marche était trop haute. Quel est l'avis de Walid Regragui, le coach des Lions de l'Atlas? On l'écoute. Là, on a donné le maximum. C'est le plus important. On a eu quelques blessés qui ne nous aident pas. On a perdu Aguerd à l'échauffement, Saïs, Mazraoui à la mi-temps. C'était un peu trop pour nous, mais j'ai rien à dire parce que les joueurs qui sont rentrés, ils ont donné le maximum. On a été au bout, du bout. Et après, contre une équipe comme la France, la moindre erreur, elle est payée cash. On ne rentre pas bien dans le match. On a eu beaucoup de déchets en première mi-temps. Et on ne peut pas passer en finale avec autant de déchets techniques que la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a eu des situations, on n'a pas marqué, puis le deuxième but, il nous tue. Mais bravo, ça n'enlève pas tout ce qu'on a donné avant. Le plus important, c'est d'avoir donné un beau visage, d'avoir montré que le football au Maroc existait, qu'on avait des beaux supporters et que, voilà, pour atteindre le très très haut niveau, aller gagner une Coupe du Monde, il va falloir encore travailler, mais on n'est pas loin. Bravo au Maroc et à son sélectionneur Walid Regragui qui est arrivé l'été dernier, en août, et qui pour sa première compétition atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Exploit majuscule. Un chapeau Walid Regragui, franchement. Arriver à quelques semaines, quelques mois d'une Coupe du Monde et faire de cette équipe l'une des 4 meilleures du tournoi, c'est incroyable. Je pense qu'il y a très peu d'entraîneurs qui peuvent se le vanter de ce genre d'exploit. Moi, j'ai hâte de voir un Walid Regragui qui a plus d'expérience et qui connaît un peu plus son groupe pour une prochaine compétition, une CAN. Ce sera incroyable.
Un autre témoin, c'est Walid El Hadjam, ex-international marocain, ancien joueur d'Amiens, de Troyes et aujourd'hui leader de Ligue 2 avec le Havre. Bonjour Walid. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Racontez-nous un petit peu, en tant qu'international marocain, comment vous avez vécu cette épopée des Lions. C'était incroyable, hein. Ils ont rendu fier tout le peuple marocain. Ils ont fait une très très belle compétition. Et au-delà du foot, même les valeurs qu'ils ont montrées, le courage et l'abnégation, c'était vraiment incroyable et exemplaire pour tous les jeunes footballeurs. Est-ce que vous vous attendiez à un tel parcours, à atteindre les demi-finales et peut-être même un podium demain? Sérieusement, au départ de la compétition, ne serait-ce que de sortir des poules, c'était quelque chose de formidable. Sachant qu'ils avaient une poule très, très relevée, avec la Croatie notamment qui est allée justement en demi-finale également, et la Belgique aussi, très très grosse nation. Le Canada n'était pas une équipe non plus facile à battre, et ce qu'ils ont fait, c'est ne serait-ce que de sortir des poules. Déjà, c'était quelque chose que tout le monde a espéré et aurait pu se contenter de cela et atteindre les demi-finales. Tout le monde est très ravi aujourd'hui du parcours réalisé. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce parcours des Lions, dans cette aventure? L'état d'esprit, l'esprit de groupe qui jaillissait de cet effectif. On sentait que tout le monde était uni, avait le même objectif et que tout le monde jouait les uns pour les autres et qu'il n'y avait pas forcément comme auparavant. Il n'y a jamais eu de ce côté un peu individualiste, mais là, c'était voilà, de gagner chaque match. On sentait au courage, c'était incroyable, c'était impressionnant. Pour finir, est-ce que vous pensez, Walid, après cette demi-finale contre l'équipe de France, que le Maroc peut avoir des regrets? Il y a eu beaucoup de situations de marquer des buts, il y a eu un pénalty peut-être non sifflé en faveur de Sofiane Bouffal. Est-ce que le Maroc méritait mieux, selon vous, sur cette rencontre? Ouais, ils auraient pu espérer mieux. Après, c'est bien sûr, on a vu, le foot, ça joue souvent sur des détails. Les matchs précédents, ils ont eu parfois la réussite. Après, malheureusement, c'est le foot, hein. Il y a des matchs où la réussite tourne moins en notre faveur, où il peut y avoir certaines erreurs d'arbitrage, mais dans l'ensemble, après, l'équipe de France a eu pas mal d'occasions, de situations également. Le Maroc aurait pu bien sûr faire beaucoup mieux. Et ils ont eu des situations franches. Après, en face, ça a resté une très 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 grosse équipe. Donc moins de regrets quand ça se passe comme ça. Si à la rigueur, c'est une équipe faible en face, entre guillemets, ou qui n'avait peu d'occasions, qui avait fait un hold-up, oui, ça aurait été très frustrant. Mais là c'est également mérité pour la France. Donc non, aucun regret. Walid, est-ce que cette équipe du Maroc, emmenée par Walid Regragui, est-ce qu'elle a un bel avenir devant elle? On pense évidemment à la CAN 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que là, il y a vraiment des objectifs clairement affichés et il ne faut pas s'en cacher. Maintenant, surtout que le groupe était très très jeune et il y a encore un vivier derrière ce groupe qui est incroyable. Donc là, je pense que oui, effectivement, il y a plus à se cacher et l'équipe du Maroc fera partie des favoris pour la future CAN et les futures grandes compétitions. Walid, vous étiez au Maroc pendant cette Coupe du Monde, vous étiez en stage avec Le Havre, je crois. Comment ça se passait au pays, au Bled? La ferveur était incroyable, hein. On connaît leur réputation et ça n'a fait que confirmer. On a été agréablement bien surpris par justement cet engouement, cette joie, ce bonheur procuré à tout un peuple. Et puis de vivre ça en direct, c'était une très belle expérience pour nous. France-Argentine, dimanche, votre pronostic? France, hein. Un petit 2-1, but de Mbappé, Messi, et puis Giroud mérite aussi de clôturer cette Coupe du Monde avec un petit but victorieux. Inch'Allah. Merci beaucoup, Walid, d'avoir été avec nous. Dimanche, c'est la grande finale de cette 22e édition de la Coupe du Monde entre la France de Kylian Mbappé et l'Argentine de Lionel Messi. Et pour en parler, j'accueille Bruno Aoyo. Salut Bruno. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Alors l'Argentine-France est une affiche de rêve entre deux sélections qui, toutes les deux, vont chercher à décrocher une troisième étoile de champion du monde. Oui, après la France est quand même assez favorite par la diversité de ses talents. C'est quand même une équipe
qui souffre, qui a tendance à déjouer, à perdre le contrôle du ballon, perdre le fil de ses idées par match, mais quand ils y vont, ils sont tueurs. J'ai l'impression que l'Argentine elle est aussi un petit peu dure au mal. C'est une équipe qui sait aussi attendre son heure. Alors, ils ont des défenseurs d'impact comme Romero et Otamendi, mais c'est pas brillant offensivement. C'est clairement, ils ont Lionel Messi, ils ont Paredes qui travaille positivement et un peu dans tous les sens, hein, n'est-ce pas? Les remplaçants néerlandais pourront vous en parler. Pour Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, mais c'est une équipe limitée dans le jeu, très limitée dans le jeu. Même leur victoire dans la Copa América de l'été 2021 n'était pas extraordinaire. C'est une équipe qui est prenable pour l'équipe de France. Il y a un peu plus de variété dans le jeu offensif des Bleus. Oui, mais vous parlez de cette Copa América remportée face au Brésil. Ça veut dire que c'est aussi une équipe qui sait gagner. Oui, mais toutes les équipes savent gagner. Non, savent gagner dans les échéances importantes, oui, c'est-à-dire dans les finales. Mais il y a plein de finalistes en 2014, on le rappelle. Oui, mais c'était une autre équipe et déjà qui jouait pas très bien et qui quand il a fallu faire le jeu face à l'Allemagne, justement, c'était déjà un peu ce style-là. Elle avait eu des difficultés. Donc, très honnêtement, elle a Messi, c'est sûr. Mais si vous arrivez à contrôler Messi et sa relation avec Molina sur le côté droit, parce qu'ils vont attaquer de ce côté-là. Non seulement c'est le côté préférentiel de l'Argentine, mais comme il y a Hernandez et Mbappé qui a tendance à sous-défendre dans cette zone, ils vont attaquer de ce côté-là. Mais si vous contrôlez ce côté-là, les Argentins aussi sont très fatigués. Très franchement, l'équipe de France, avec sa qualité technique, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot qui va revenir, et lui, dans l'impact et aussi dans la justesse de ses passes, va aider. Très franchement, l'équipe de France est favorite et il faut que les Bleus y aillent pour la 3e étoile. Alors, on va parler des parcours. Celui de la France a été assez linéaire, même si on va mettre de côté le match contre la Tunisie avec les remplaçants. L'Argentine a démarré sa compétition par une défaite très surprenante face à l'Arabie Saoudite, d'Hervé Renard. Mais oui, parce que en fait, cette équipe d'Argentine a été sous pression. Elle n'a pas réussi Sous pression dès le début du tournoi? Non, mais sous pression dans le jeu face aux Saoudiens. Ils ont eu beaucoup de mal à répondre à l'impact physique que les Saoudiens ont mis. Et quand les Saoudiens ont mis le deuxième but, et ils n'ont pas réussi à répondre. Donc c'est une équipe qui manque de créativité. Et quand Messi n'est pas dans un bon jour, ou bien tenu, ou manque d'inspiration, ou que ses coéquipiers, par exemple, le but que Nahuel Molina inscrit face aux Néerlandais oragneux, en quart de finale, il me semble. Oui, en quart de finale, c'est une passe géniale et Molina l'a conclu, mais Messi ne réussit pas toujours toutes ces passes-là. Donc l'équipe de France est vraiment favorite. En plus, c'est une équipe qui sait défendre et ça, l'important dans une finale, dans les derniers tours, c'est d'avoir une très bonne défense et une défense centrale énorme. Et là, les Bleus sont servis. Alors, ceci dit, pour mettre un bémol à ce que vous dites, Bruno, on a vu que contre l'Angleterre, la France n'a pas dominé son sujet, contre le Maroc, encore moins. Et finalement, à chaque fois, il y a eu des coups défensifs un petit peu litigieux. 2 pénaltys contre l'Angleterre et puis contre le Maroc, il y a cette faute sur Sofiane Bouffal et encore une fois de Théo Hernandez qui, dans la logique du tournoi, aurait dû amener un pénalty. Oui, mais pourquoi Théo Hernandez fait cette faute? Parce qu'il n'a pas son repère habituel, Adrien Rabiot, qui vient aider. Et je pense que Théo Hernandez sera aidé, il sera bien briefé par Didier Deschamps, qui là, je pense, vu les 2 derniers matchs de Théo Hernandez, va bien le briefer. Je pense que ce côté gauche avec Adrien Rabiot, avec Tchouaméni, avec Antoine Griezmann, qui est devenu un joueur à la qualité de récupération exceptionnelle, va faire la différence. Et je pense aussi que Ibrahima Konaté, qui a gagné 95% de ses duels, c'est énorme dans ce tournoi. C'est le meilleur défenseur, le joueur qui a gagné le plus de duels dans cette Coupe du Monde. Si lui joue à ce niveau-là, il y aura moins de errements défensifs. Malgré tout, sans être géniale, cette équipe, elle a quand même passé les étapes une par une. Vous diriez qu'elle est inoxydable, cette équipe de France? J'irai pas jusque-là, parce que dans l'animation offensive, c'est parfois un peu compliqué, puisque Giroud a un peu... c'est pas de sa faute, mais il a des problèmes de mobilité, et ça, c'est avec l'âge, forcément. Vous perdez, on connaît un certain... Il n'a jamais été très mobile, Olivier Giroud. Il était un peu plus déjà avant, on connaît un certain... Ballon d'or portugais qui a ses problèmes de mobilité et ça s'est vu sur le tournoi quand son équipe avait besoin de lui. Donc il a un peu de mal dans cette configuration de contre-attaque quand l'équipe est en bloc bas, comme on dit, concentrée à l'arrière et pour repartir en contre-attaque. Mais peut-être qu'il y aura de la variété. Dembélé défend beaucoup, a du mal, il se remet souvent sur son pied gauche. Peut-être que Randal Kolo Muani va jouer. Et si l'équipe de France joue, oui, non, mais il peut jouer 40 minutes. C'est tout à fait possible. Ou 30 minutes. C'est une finale de Coupe du Monde quand même. Hein.
mais Randal Kolo Muani, dans ce que lui demande Deschamps, et en plus c'est un joueur qui travaille défensivement, il est beaucoup plus précis dans ses courses face au but et dans sa justesse face au but qu'un Ousmane Dembélé qui est plus dans les arabesques, comme on l'avait dit la dernière fois. Donc cette équipe de France, très franchement, a les armes pour faire mal. Dans la profondeur, si vous vous retrouvez avec 2-3 joueurs de profondeur, la défense Otamendi, Romero va avoir du mal. Donc Kylian Mbappé, moins de fulgurance sur les 2 derniers matchs, en quart et en demi, mais bon, ça reste un atout majeur pour cette équipe. On l'a vu même contre le Maroc où il n'est pas exceptionnel, mais il est impliqué sur les 2 buts. Oui, c'est parce qu'il était bien tenu. Et puis aussi, il y avait Achraf Hakimi dans sa zone, qui est son ami certes, mais qui est un joueur qui est à l'entraînement tous les jours avec lui au niveau du camp des loges du Paris Saint-Germain. Donc là, c'était évidemment plus difficile pour lui, mais je pense que Deschamps va lui parler, peut-être lui permettre de varier un peu ses déplacements, parce qu'il y a des choses aussi à faire sur le côté gauche argentin, donc peut-être varier les déplacements avec Dembélé ou un autre joueur qui entrera. Et cette équipe de France, très franchement, a un boulevard. Vous imaginez, ce serait une 2e Coupe du Monde consécutive. Ça fait des décennies que ce n'est pas arrivé. Didier Deschamps deviendrait le 2e entraîneur seulement après le mythique italien du Torino, Vittorio Pozzo, 1934-1938, à gagner la Coupe du Monde consécutivement comme entraîneur. Ce serait extraordinaire. Il faut que les Bleus y aillent. De l'autre côté, il y a Messi. L'autre facteur X, c'est aussi, puisqu'on parle de l'histoire, le seul trophée qui lui manque. Il a un destin, ce garçon, quand même. 7 ballons d'or, c'est Ligue des Champions. Il n'a pas qu'un destin, il a beaucoup de talent. Il a aussi su, dans les temps forts, les temps faibles de sa carrière, rebondir et être performant. Et effectivement, Lionel Messi, s'il joue ce match au Lusail Iconic Stadium face à la France en finale, il deviendra le joueur qui a joué le plus de matchs de Coupe du Monde, 26. Certes, mais c'est un joueur qui a besoin des autres. Et si dans les courses, dans l'animation offensive, ses coéquipiers sont moins justes, ce qui peut se comprendre vu la débauche d'énergie qu'ils ont donnée, des joueurs comme Julián Álvarez, c'est un très bon joueur mais encore jeune, qui n'a pas encore l'expérience du très haut niveau. Lautaro Martinez n'est pas performant sur cette Coupe du Monde. Messi peut avoir des problèmes. Donc il faut vraiment que les Bleus, je pense, cette 3e étoile, c'est très franchement, comme on le dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Bon, en tout cas, on a bien compris que vous voyez la France remporter ce titre mondial. Un dernier élément, Messi contre Mbappé, c'est le Paris Saint-Germain. C'est aussi une victoire pour le Qatar qui a, on peut le dire, réussi sa Coupe du Monde. Oui, le Qatar a été beaucoup critiqué, mais ce sont sur des points de vue occidentaux et eurocentrés. Le Qatar a fait ce qu'il a pu. Ça a été une très belle Coupe du Monde. Les femmes, notamment, qui dans ce genre de tournoi, nos consoeurs reporters sont harcelées, sont embêtées. Elles ont eu une sécurité totale. Le Qatar a tout fait au niveau de l'hébergement pour les journalistes, pour les supporters. Ça a été une très belle fête. Et je pense qu'en bilan carbone, cette Coupe du Monde, même si on peut toujours discuter, mais moi j'ai l'intime conviction que cette Coupe du Monde en bilan carbone, ça va. La prochaine Coupe du Monde qui arrive, Canada, États-Unis, Mexique, ça va être une autre paire de manches. Et franchement, les Qatariens ont fait un superbe boulot. Il faut pouvoir le souligner. C'est vrai, même si tout le monde se plaint quand même de la climatisation utilisée à outrance. Je vous remercie, Bruno Oyo, d'être venu sur le plateau de l'hebdo du Mondial. 2 rendez-vous ce week-end, donc le match pour la 3e place entre le Maroc et la Croatie. Le Maroc qui visera le podium pour la première fois pour un pays africain, c'est demain à 16h, heure de Paris. Et puis la grande finale entre la France et l'Argentine, du beau spectacle en perspective. Ce sera dimanche à 16h. Il y aura un 3e rendez-vous. Ce sera lundi pour le dernier épisode de l'hebdo du Mondial. On fera le bilan tout simplement de cette 22e édition et notamment le bilan des sélections africaines. On vous souhaite un très bon week-end sportif. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine.